Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire intitulé Apprentissage en langue, comment engager et faire progresser les étudiants plus rapidement. Eh bien oui, c'est une question qui illustre à merveille la transition et la transformation que nous connaissons dans l'ESR entre modification des usages et émergence de l'intelligence artificielle. On le sait bien, les IA génératifs permettent aux étudiants de traduire presque parfaitement leur texte chez eux et que le temps d'attention est un sujet pour de nombreux enseignants et pour les établissements d'enseignement supérieur, qu'ils soient universitaires ou grandes écoles. Alors, comment faire du numérique et le transformer en force pour l'enseignement? Quelles sont les manières pour l'apprentissage des langues, les meilleures, ou en tout cas les bonnes pratiques? Quels sont les bénéfices de cette transformation, évidemment, mais aussi comment répondre aux attentes des nouvelles générations qui, eux, sont totalement digitaux et dans l'usage digital, comment maximiser l'efficacité des cours en langue. On verra, il n'y a que des spécialistes autour de cette table. Quel équilibre entre le présentiel et le digital? Et oui, c'est vrai que le digital permet de faire tout ça sans aller dans la salle de cours, et on verra que c'est important. Je rappellerai d'ailleurs, en donnant ce chiffre que l'un d'entre vous m'a donné quand nous préparions cette table ronde, si vous disiez en dessous d'1 heure par semaine, il n'y a pas de progression. Donc, il faut au minimum, on sait déjà qu'il y a un marqueur, 1 heure par semaine, en digital, en présentiel, on ne sait pas, on le verra avec vous. Alors, comment progresser mieux et plus efficacement? Pour en parler, Thomas Herweg-Kasmi, le directeur du Centre d'apprentissage digital et expérientiel à l'IPAC Business School, c'est un habitué de nos webinaires. Merci Thomas d'être avec nous. Merci Gilbert. J'en profite pour écouter le son. Isabelle Conuma, vice-présidente déléguée aux formations et professeure des universités à l'INALCO. Bon, l'INALCO, ai-je besoin de présenter le prestigieux établissement et l'institution quand on parle des langues? Bonjour Isabelle. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Laurent Rouveyrol, qui est professeur des universités à la Sorbonne Nouvelle, et il est directeur du service d'enseignement des langues. Et avec lui, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir comment, évidemment, tout cela ne se fait pas pour quelques étudiants, mais pour beaucoup d'étudiants. Et c'est aussi une contrainte quand on parle d'apprentissage des langues avec les nouveaux outils. Bonjour Gilbert, bonjour à tous. Merci bonjour de votre invitation. Combien d'étudiants chez vous? Autour de 15 000. Oui, faut déployer quand même un peu de matériel et de comment dirais-je, d'outils. Voilà. Et Agnès Raymond, Chief Learning Officer, sorry, my English is not quite perfect, Chief Learning Officer chez Prep My Future et Seven Speaking. C'est notre partenaire. Merci Agnès de nous accompagner dans ce webinaire et dans cette transmission d'informations pour celles et ceux qui s'interrogent sur la meilleure manière d'enseigner les langues avec les nouveaux outils, engager et faire progresser. Ça, c'était les deux enjeux que vous aviez identifiés. Et j'aimerais qu'on commence avec vous, Agnès, si vous êtes d'accord, parce que bon, vous adressez des institutions extrêmement variées, extrêmement diverses. Quel est votre regard sur l'usage de la tech pour l'apprentissage des langues avec une vue du ciel, comme je dirais? Ouais. Merci Gilbert et bonjour à tous. Ce qu'on constate, c'est que la technologie a permis de faire un bond en avant dans l'apprentissage des langues et notamment de personnaliser l'apprentissage. Ça, je pense que c'est un des atouts que peut permettre justement cet accompagnement par un outil technologique. C'est que quand vous avez une douzaine, peut-être même une vingtaine d'étudiants face à vous, quand on apprend une langue, c'est pas toujours facile de leur proposer quelque chose qui correspond exactement à leur intérêt. Et on sait que c'est une des clés de l'apprentissage, d'être intéressé. Et donc, ce qu'on va proposer grâce à la technologie, c'est une unité d'apprentissage, un objet pédagogique qui est au plus près des intérêts de l'étudiant et vraiment qui va aller le chercher dans ce qui lui plaît, mais aussi dans ce qu'il a besoin d'apprendre parce qu'il a peut-être besoin d'apprendre un vocabulaire spécialisé. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment un apport extrêmement important. L'autre chose que vous évoquiez, c'est que c'est disponible tout le temps. Et donc, H24. H24, j'ai envie de faire de l'anglais ou j'ai besoin de faire de l'anglais. Alors, on va parler de l'anglais, mais des autres langues aussi, évidemment. Un petit peu comme je veux, comme je peux. Et donc là, c'est extrêmement intéressant aussi. C'est-à-dire que ça va permettre aux étudiants de se consacrer à ce type d'études à leur rythme,
Ça va permettre de les relancer, de donner… Alors, vous évoquiez cette fameuse heure par semaine. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'en dessous d'une heure d'étude, alors on va bien parler d'une heure d'étude, c'est une heure consacrée à l'apprentissage de la langue. Idéalement, il faudrait accompagner cette heure d'étude d'autres éléments. C'est-à-dire que c'est ça aussi la technologie, c'est je peux mettre Netflix et tout de suite, je vais pouvoir regarder un film dans la langue, je vais pouvoir écouter les radios du monde entier grâce à la technologie. Et ça, c'est un accompagnement formidable dans l'apprentissage des langues. Donc, on va vraiment trouver cet équilibre entre l'apprentissage qu'on va appeler formel, et là, on va proposer quelque chose qui soit personnalisé, et puis, grâce à nos outils technologiques, on va pouvoir aussi accéder à toutes les langues du monde, et on va proposer, nous, de s'appuyer aussi sur les nouvelles du monde pour apprendre la langue. C'est-à-dire qu'on va vous proposer de regarder des leçons d'actualité, et de profiter pour apprendre un peu de vocabulaire, la règle de grammaire, parce qu'on a parlé de prospective, et donc on va regarder ce qui se passe dans le futur. Et donc ça permet vraiment de compléter, et puis aussi de donner accès à des langues. Et je suis ravie de retrouver l'INALCO autour de cette table, des langues plus rares. C'est chic, hein? C'est chic, c'est super. Et donc, de proposer aussi des langues plus rares, peut-être pour des étudiants qui n'ont pas forcément accès aussi à un formateur ou à un professeur à disposition. Et ça aussi, c'est ce que permet la technologie. Agnès, un mot sur la philosophie que vous portez avec votre entreprise, et vous êtes là parce que vous portez une vraie philosophie par rapport à cet apprentissage. Comment vous la qualifieriez? Alors, nous, on croit vraiment que tout le monde peut apprendre une langue étrangère. Ça, c'est vraiment notre cœur de métier. C'est rassurant. C'est rassurant. C'est notamment rassurant pour nos étudiants en France qui parfois en doutent. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut se dire, c'est que tout le monde peut apprendre une langue. Ça, c'est vraiment notre postulat de base. Et qu'on va fournir un parcours individuel qui va permettre à chacun de progresser, de s'engager. Je parlais de sources d'intérêt. Vous êtes passionné de cinéma, on va vous proposer pour vous motiver de regarder des bandes annonces de films. Et puis derrière, on va vous poser des questions pour vérifier que vous avez bien compris ce que racontait la bande-annonce, que vous avez retenu le vocabulaire. On va même vous proposer d'écrire votre avis sur ce film. Et donc ça, c'est des éléments qui vont permettre vraiment de s'approcher au plus près des besoins, des envies de chaque apprenant. Et puis, pour nos étudiants, on va les aider aussi, on va les mettre en condition pour se préparer à montrer leur meilleur niveau, notamment avec Prep My Future. On va aussi les confronter à ce à quoi ils seront confrontés soit dans les situations professionnelles, on va leur proposer, si vous avez des étudiants qui font de la négociation, de préparer leur négociation dans la langue. C'est-à-dire qu'on va aller vers tout ce qu'on va appeler professional skills. Et donc ça va permettre d'aller à la fois au plus près des envies, et donc c'est l'individualisation, mais aussi des besoins. Et donc c'est de se préparer au mieux à l'usage de la langue qu'ils auront. Alors, évidemment, on l'abordera tout au long de ce webinaire. Il y a aussi la notion d'évaluation, parce qu'il faut certifier, évidemment, parce que c'est bien beau de regarder une bande-annonce et de donner son avis, I like it or I don't like it, mais ce n'est pas suffisant. Gilbert, il va falloir nous en dire un peu plus. Bien sûr. Donc, je vous propose d'enchaîner, Agnès. Merci pour cette introduction. Isabelle, ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous avez mené une étude sur l'usage de la tech pour l'apprentissage des langues. Quels sont les premiers enseignements que vous avez pu en tirer? Oui, alors effectivement, on s'est très vite saisi en fait de cette question qui était à la fois une question à développer, à approfondir sur le plan de l'enseignement, sur le plan des évaluations, on en a un peu parlé là, mais aussi comment encadrer en fait cet outil. Vous avez parlé de la traduction tout à l'heure, sachant que les étudiants sont beaucoup plus développés que nous dans l'utilisation de l'IA générative, ChatGPT bien sûr, mais aussi dans le domaine de la traduction. Et donc, dans l'enseignement de la langue, bien évidemment, en fait, on ne peut pas faire comme si cela n'existait pas. Et le but est bien sûr d'anticiper, d'accompagner autant que possible, et d'où l'existence, la présence de cette petite enquête qui a été menée par Damien Nouvel, qui est notre chargé de mission sur l'IA à l'INALCO. On a un chargé de mission qui travaille spécifiquement sur ce dossier-là, dont les objectifs étaient de faire déjà le point sur les usages faits effectivement par les enseignants et les enseignants-chercheurs, et aussi d'anticiper donc leurs besoins, puisque cela doit mener aussi à la formation du coup des enseignants qui ne sont pas nécessairement en fait à l'aise aussi avec ces outils-là.
Et donc, suite à cette enquête, on a vite vu qu'en fait, il y avait un très grand intérêt de la part des enseignants, mais finalement, peu d'enseignants intégraient l'IA dans les évaluations ou dans l'enseignement. Seuls 12% des enseignants qui ont répondu, qui déjà étaient à la base mobilisés par la question même, avaient répondu positivement à cette question. Est-ce que vous intégrez l'IA dans les évaluations et dans l'enseignement ? Et parmi donc une population intéressante pour nous, en tous les cas, puisqu'il y a une pratique, il y a une connaissance, voilà, on peut travailler justement avec ces enseignants-là, pour qui l'IA permet, par exemple, dans le plan pédagogique, à établir des contenus pédagogiques. Et donc, liste des vocabulaires, des phrases d'exemple, allant jusqu'au plan de discussion. Donc là, on est plus dans un usage pédagogique de l'IA. D'autres disent introduire l'IA dans, par exemple, la transcription des textes audio ou vidéo. On en a parlé un peu. Donc, comment est-ce qu'on peut, en utilisant ces outils-là, former nos étudiants ? Et donc, pour cela, il faut plus faire un travail de lexique, par exemple, identifier les mots qui ne seraient pas connectés dans le bon milieu, puisque l'INALCO, il y a un C, ce n'est pas qu'une école de langue, mais une école de civilisation aussi. On enseigne des cours de sociologie, anthropologie ou autres. Donc, l'utilisation d'un mot n'est pas anodin, il faut le connecter dans le contexte historique et géographique. Voilà, donc il y a tout ce travail extrêmement constructif aussi qui peut être mené avec l'IA en connexion avec la langue, et aussi pour corriger les traductions, par exemple. Il ne faut pas juste traduire en utilisant l'IA, mais il faut savoir corriger l'IA parce qu'on est formé par l'IA, mais pour l'IA aussi. Et donc, dans quelle mesure certains collègues accepteraient d'intégrer l'IA dans les cours de traduction, parce qu'il y a aussi, il faut le dire, il y a des collègues qui ne sont pas toujours d'accord avec cette idée-là. Et donc, il y aura certainement un encadrement extrêmement individualisé de l'enseignement, cours par cours, où les étudiants sauront dans quelle mesure ils pourront utiliser l'IA, dans quelle mesure ils ne seront pas autorisés justement à recourir à l'IA, etc. Donc, je ne vais pas m'étaler davantage et monopoliser la parole, mais en tous les cas, c'était une enquête très riche qui nous permettait concrètement de voir domaine par domaine, en fait, comment on pouvait déployer l'IA, non pas que pour dire que c'est un outil qui nous enlève le regard critique, c'est un des risques qui est signalé par les enseignants. Il y a toujours cette crainte que les étudiants, tout simplement, fassent du copier-coller et perdent tout sens critique. Donc, comment entretenir, voire même développer le sens critique vis-à-vis de l'IA, ça c'est un vrai enjeu, je pense, dans le domaine pédagogique, sans pour autant enseigner plus rapidement, parce que je pense, enfin personnellement j'enseigne le japonais aussi, mais on ne pourra pas non plus enlever des compétences dans l'apprentissage de la langue. Par exemple, on ne peut pas dire que les caractères chinois ne sont plus importants, ils peuvent juste lire et pas écrire, par exemple. Vous voyez, donc là, il y a un changement de compétences avec l'introduction de l'IA. Voilà, il y a des choix constants à faire. Est-ce que ça pose plus de questions que ça ne donne de réponses? Alors, on essaye de trouver des réponses si les questions sont intéressantes, disons. Il faut effectivement bien identifier les questions. Alors, Laurent et Thomas, je me retourne vers vous. Alors, d'abord, qu'est-ce que ça vous inspire, Laurent? Tout ça, évidemment, et je le répète, à la lueur de la population que vous avez adressée, qui n'est pas petite. Oui, absolument. Alors déjà, je rebondirai sur quelque chose qu'a dit Agnès et que je trouve très juste, c'est qu'effectivement, tout le monde peut apprendre les langues et que c'est Hugo, je crois, qui disait qu'il n'y avait pas de mauvaises graines, mais qu'il n'y avait que de mauvais terreaux. Donc, à nous de… En anglais, s'il vous plaît, Laurent. Je suis anglicisme, je précise, voilà. Mais à nous quand même de faire qu'à l'université, le terreau soit le meilleur possible pour que tout le monde puisse, on va dire, augmenter ses compétences en langue en fonction de son projet individuel, projet personnel, projet professionnel, et dans un enseignement de masse. La problématique, c'est vraiment ça. Donc, je vous le disais, on a autour de 15 000 étudiants à la Sorbonne Nouvelle, mais ça fait en gros 8-9 000 étudiants qui sont concernés par les langues, puisque certains sont déjà des étudiants de langue, donc c'est clairement une autre façon de voir les choses. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de travailler aussi bien au niveau collectif qu'au niveau individuel, et qu'il y a des choses à mettre en place à ce niveau. Par exemple, alors déjà, vous avez évoqué plein de dimensions intéressantes tout à l'heure,
à commencer par le fait que on est dans une période, et c'est une très belle chose, où tout est disponible 24 heures sur 24. Ça, c'est formidable. Et l'idée que j'ai envie de défendre, c'est que à partir du moment où on multiplie l'exposition à la langue, quelle que soit cette exposition, on a entendu parler de Netflix tout à l'heure, mais pourquoi pas, c'est quelque chose qui est bon globalement pour l'apprentissage. Je vous le disais en préparant cette émission, Gilbert, il y a 15 ans, je faisais beaucoup de compréhension orale avec mes étudiants qui avaient du mal à avoir accès à des contenus originaux, etc., etc. Je n'en fais carrément plus. Maintenant, les étudiants sont très, très bons en compréhension orale parce qu'ils passent des nuits entières sur Netflix à regarder des séries en anglais et c'est très bien. Donc, voilà. Donc, il faut travailler sur cette idée-là. Et la réponse de l'institution, c'est bien sûr de proposer des structures comme les centres de ressources en langue, où on peut travailler au niveau individuel, d'abord en faisant un test diagnostique pour faire un état des lieux de là où on en est, bien sûr, et ensuite d'avoir des ressources adaptées, aussi bien en présentiel, en atelier, que des ressources numériques disponibles par plateforme, Prep My Future, bien sûr, d'autres existent aussi, pour que les étudiants puissent combiner à la fois des enseignements en présentiel faits par des enseignants, des choses proposées en centre de ressources en langue avec des ateliers en petits groupes pour travailler l'interaction qu'on fait rarement en cours, on n'a pas les moyens de faire ça avec 35 étudiants, et bien sûr des choses à la maison, dans les bus, dans le métro, disponibles sur votre téléphone, qui vous permettent de travailler tout ça. Et le dernier volet, qui est très intéressant, qui est un volet, vous avez parlé d'évaluation, qui est la sortie, bien sûr. Il est essentiel On développera ça tout à l'heure, si vous êtes d'accord. Ok, d'accord. Évaluation et certification, d'ailleurs, c'est ça voilà, qui est… c'est là-dessus que je voulais venir, mais on en parle tout à l'heure, absolument. Et juste un mot, Laurent, ce que je retiens, c'est l'autonomie. C'est-à-dire qu'on est autonome quand on regarde une série, on est autonome quand on utilise des ressources. Et finalement, le temps de l'autonomie s'est développé. Absolument. Et d'abord, on est dans une époque qui est beaucoup plus individualiste, tous les sociologues nous le disent, et travailler sur cette problématique-là, ça peut être intéressant aussi. Donc, développer l'autonomie, et l'idée, c'est vraiment de rendre l'apprenant en langue véritablement acteur de son apprentissage. Dire, voilà, ton projet, c'est ça, voilà ce qu'on te propose, voilà ce qu'il est possible, engage-toi, et tu vas progresser. Ça, c'est vraiment essentiel. C'est ce que je disais pour Agnès, hein, souvenez-vous, engagement et progression. Hein, c'est Agnès, hein, c'est ce que vous aviez insisté sur les deux aspects. Thomas, vous avez rien. Pardon. Les soutenir. Les soutenir, c'est-à-dire que s'il n'y a que l'engagement, ça ne marche pas. Il faut vraiment aussi les soutenir et les aider à faire ce qu'on appelle de l'étayage pour qu'ils aillent au bout de cette problématique individuelle. Bon, Thomas, vous n'avez pas parlé encore. Alors, Thomas, il y a un truc quand même que j'ai retenu quand on préparait, c'est que vous me disiez, il faut que ce soit simple. Alors, l'idée du guichet unique, il faut que ce soit assez fluide, en tout cas, dans l'usage. Tout à fait. L'idée pour nous, en fait, c'était de déployer… alors, nous, il y a plusieurs aspects dans l'apprentissage des langues. Étant donné qu'on est une école de commerce, on a déjà de manière complètement assumée le côté utile pour des futurs managers de savoir réseauter, communiquer, convaincre, développer un leadership dans d'autres langues. Et tout ça, ça passe par pas simplement ce côté utile, il passe par une transformation de soi, par un aspect plus culturel. Ces aspects plus culturels passent finalement par des expatriations, le fait de travailler dans des entreprises en langue étrangère. Ça peut être aussi en France. On n'est pas obligé d'aller à l'étranger pour travailler en langue étrangère. Donc, c'est vrai que nous, déjà dans notre projet pédagogique, c'est déjà assumé en soi que la langue étrangère fait partie d'un élément fondamental d'un futur manager. Le fait est que sur l'aspect concret, donc du coup de l'apprentissage, on mêle deux modalités. Une modalité présentielle qui permet effectivement les prises de parole, qui permet sur place en dehors des expatriations, mais également une offre plus universelle à l'échelle de tous nos étudiants. Donc, on a 3000 étudiants et donc on déploie la solution Prep My Future et Seven Speaking à l'ensemble de nos étudiants dans une perspective de certification dont on parlera tout à l'heure. J'avais noté quelque chose. Cette idée, est-ce qu'ils sont, je disais tout à l'heure dans mon introduction, qu'ils sont naturellement dans l'usage.
ils sont en attente d'outils extrêmement, comment dirais-je, simples, efficaces. Oui. Ils vous challenge, quoi, c'est ce que je veux dire. Oui, alors nous, le challenge, il a été pris simplement dans la mesure où l'application 7Speaking est disponible sur téléphone portable. Donc, c'est vrai que le fait d'être dans le portable, ça veut dire qu'on est dans leur champ de conscience. Après, bon, il faut activer et motiver pour passer à l'acte. Mais déjà, on est déjà sur un terrain où on est déjà présent dans leur monde. Ce qui est déjà il est très, très, très important, on va dire, par rapport à d'autres plateformes qui sont disponibles uniquement sur PC. Agnès, on le voit bien quand on fait ce premier tour de table, c'est la simplicité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit dans l'accessibilité totale et de la fluidité dans l'apprentissage. Oui, c'est un point extrêmement important. Alors, je redis, je pense que tout le monde peut apprendre une langue, mais je n'ai pas forcément dit que c'était toujours simple. Donc, cette simplicité d'accès à l'apprentissage, ça va déjà lever ce premier frein. C'est-à-dire qu'on ne va pas ajouter à la difficulté de la langue une difficulté d'utilisation d'outils. C'est-à-dire que l'outil va vous aider. On parlait d'étayage, j'aime beaucoup l'expression. C'est finalement cet outil, il est dans votre poche parce qu'il est sur votre smartphone. Il est disponible si vous avez un ordinateur et vous pouvez tout de suite vous connecter. C'est extrêmement simple. Vous retrouvez toutes vos ressources. On vous propose des ressources qui sont à votre niveau. C'est-à-dire qu'on va vous challenger juste ce qu'il faut. Ce n'est pas trop simple ou trop difficile. C'est juste au niveau où vous devez travailler. C'est ça qui est formidable avec la technologie. Parce que ça va permettre de donner ce niveau de difficulté et on va grimper et on va s'améliorer de manière très individualisée, c'est-à-dire très personnalisée. Je parlais des sujets d'intérêt, on va essayer d'engager la motivation parce que on sait qu'on a un étudiant qui fait du commerce mais qui est aussi passionné de sport. Et bien, on lui propose, pour amorcer l'apprentissage, tiens, regarde, reviens sur la plateforme d'apprentissage parce qu'on va te parler de sport. Puis une fois que tu y es, tiens, tu as quelques exercices à faire parce que l'école a vu que tu avais quelques progrès à faire en vocabulaire ou en grammaire. On te les propose à la suite de ça. Et donc, cette simplicité d'usage, elle est extrêmement importante, notamment pour nos étudiants qui sont beaucoup sollicités. Et donc, de vraiment pouvoir accéder à l'apprentissage de la langue d'un simple clic, soit sur son téléphone, soit sur un ordinateur, de se retrouver avec quelque chose à faire qui intéresse et qui va permettre de progresser. C'est ça qui va nous intéresser. Et puis, je voulais rebondir sur quelque chose que Thomas évoquait. C'est aussi leur donner les premières graines d'interculturalité. C'est à travers l'apprentissage de la langue, on parlait d'avoir accès à des ressources. Là, c'est de leur proposer des ressources aussi sur les pays dans lesquels ils vont peut-être avoir l'opportunité de voyager, de travailler, mais aussi les interlocuteurs avec lesquels ils vont échanger s'ils restent. Vous évoquiez le fait qu'on vit dans un monde international. Si on se prépare et qu'on fait des études et qu'on apprend une langue étrangère, c'est aussi parce qu'on va la parler, évidemment, quand on voyage, mais aussi parce qu'on est en contact avec des gens d'une autre culture. Ah, bien sûr. Et donc ça va être aussi une manière d'engager et puis de proposer quelque chose qui va avoir à la fois un effet immédiat sur l'apprentissage, mais aussi préparer le plus long terme quand je vais travailler dans une langue étrangère. Isabelle, on sent la professeure d'université qui rappelle toujours les fondamentaux. Vous me disiez, attention à une langue, c'est 3 ou 4 ans d'apprentissage. Hein. La texte, c'est bien, c'est un soutien, c'est une béquille, ça permet d'accélérer, d'engager, mais on est bien d'accord que tout ça s'inscrit dans un chemin long. Absolument. Alors, c'est vrai qu'à l'INALCO aussi, on a plusieurs formats de formation, n'est-ce pas? On a aussi la formation continue, on a des formations en diplôme d'établissement à public qui ne cherchent pas non plus à être vraiment spécialistes plus tard, mais c'est vrai que le centre de notre formation reste quand même notre mention LLCER, qui est donc former nos futurs spécialistes en langue et en civilisation. Et donc, pour cela, il est vrai qu'il est difficile aujourd'hui, en tous les cas, d'imaginer qu'avec entre 6 et 10 heures de cours de langue par semaine, on puisse réduire à 3 ans ou à 2 ans d'apprentissage. En tous les cas, on n'en est pas aujourd'hui à imaginer ce format-là, mais davantage à adapter, encore une fois, donc notre enseignement en langue en y intégrant des outils nécessaires
en anticipant les réflexes de nos étudiants dans la traduction, dans l'interprétariat, par exemple, et de faire avec, et surtout de peut-être accompagner cet enseignement. Si on n'enseigne plus peut-être dans certains cours, on accompagne cet enseignement pour améliorer, bien évidemment, et rendre, si possible, plus individuel l'enseignement. Donc, encore une fois, un apprentissage individuel ou non, cela dépend énormément après on parle des langues rares à l'INALCO, on a des classes qui partent de 1 ou 2 étudiants jusqu'à 300, 400 en amphi, vous voyez, donc c'est très variable, mais néanmoins, dans quelle mesure on peut adapter effectivement l'enseignement en utilisant l'IA, ça reste, à mon avis, un défi ou une question intéressante à se poser. Et Laurent, il y a quelque chose que vous évoquiez tout à l'heure, c'est alors l'apprentissage des langues, c'est vaste. Et vous parliez du transfert des compétences. Et vous étiez même quelqu'un de. Enfin, je vous êtes très optimiste. Alors, au moment où on dit les jeunes, ils font pas, les jeunes, ils sont pas, les jeunes, ils ne sont plus. En fait, vous êtes plutôt très. Alors, vous avez noté une évolution des compétences. Vous l'avez dit d'ailleurs dès le début vers l'oral, mais aussi. Une fois qu'ils sont engagés, de vrais progrès. Et c'est ça qui est significatif. Alors, en plus, votre regard sur une université qui représente beaucoup de monde, c'est intéressant. Oui, alors tout à fait. Je voudrais aussi parler de ce public, justement, qui est un petit peu complémentaire de ce qu'évoquait Isabelle. C'est ce qu'on appelle le public Lansade, c'est-à-dire le public d'étudiants qui font des langues et qui sont spécialistes d'autres disciplines et qui sont un peu quand même oubliés souvent dans l'enseignement de masse au profit des étudiants spécialistes à l'LCE. Moi, je pense que c'est véritablement les deux publics qu'il faut prendre en compte. Et quelque chose qui est très important, qui a été dit tout à l'heure, et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, en tout cas les linguistes, c'est que on ne peut pas envisager de l'apprentissage d'une langue sans parler de culture. Aujourd'hui, on parle de langue-culture et ça n'est pas possible de séparer la langue de la culture. La langue, ça n'est pas un code froid, lexique, grammaire, etc. Et ensuite, des gens qui parlent dans le pays naturellement. Si on fait ça, on crée une espèce de hiatus artificiel qui est tout à fait néfaste. Et d'ailleurs, au niveau de l'apprentissage en ligne, il faut faire très attention parce qu'on a tendance parfois à aller un petit peu dans l'autre sens et il faut vraiment que les gens qui proposent des contenus soient véritablement conscients de cette dimension culturelle. C'est essentiel. Aujourd'hui, on a maintenant ce genre de choses. Donc, tout ça pour dire que, certes, on a aujourd'hui, c'est pas vrai de dire que les gens aujourd'hui, les étudiants sont moins performants qu'avant, etc. Un de mes chevaux de bataille, c'est de dire que on a eu vraiment un transfert de compétences. C'est-à-dire que pour tout ce qui est oralité maintenant, interaction avec le chat en ligne, avec tout ce que vous voulez, vous avez des nouvelles rubriques dans l'évaluation du CECR qui s'appelle l'interaction en ligne. Ça a été fait en 2020, 2018, c'est pas pour rien. C'est parce que maintenant, on a clairement des personnes qui chattent en ligne souvent, et ça fait partie d'une compétence linguistique. Laurent, ça ne vous embête pas, je déteste les acronymes. CECR, moi je sais ce que c'est, mais les centaines de personnes qui nous écoutent et ceux qui vont réécouter demain ou après-demain. Vous avez raison, c'est le cadre européen commun de référence pour les langues, qui est très connu pour évidemment ses niveaux d'évaluation A2, B1, B2, C1, qui était fait par le Conseil de l'Europe pour les langues vivantes. Je suis expert pour eux aussi. Et donc, ils ont émis ce volume complémentaire au CECR, qui a été publié donc en 2020 dans la version française, et qui développe tout un tas de nouvelles échelles avec du pluriculturalisme, de l'interculturel, de la médiation, etc., etc. C'est très, très utile pour tout le monde. Et donc, transfert de compétences, on a perdu un peu en précision à l'écrit maintenant. Ça, c'est vrai, en précision grammaticale, linguistique, etc. Mais on a gagné énormément sur la compréhension et sur l'interaction verbale, qui est beaucoup mieux maîtrisée par les étudiants aujourd'hui. Donc, c'est pas aussi simple que de dire… mais Laurent, d'ailleurs, vous disiez, il faut casser la glace, si je puis dire. Au début, c'est un peu compliqué de les engager, mais une fois que c'est fait, c'est gagné. Absolument. C'est toujours pareil. C'est la première fois qui est difficile. Donc, faire rentrer des étudiants dans le centre de ressources en langue, il faut leur donner une bonne raison d'y arriver. J'entendais du sport tout à l'heure, mais pourquoi pas des jeux, des événements… Les menacer. Voilà, exactement. Et ensuite, on fait des ateliers. Et une fois qu'ils en font un, ils en font 10, des ateliers de conversation avec un thème d'actualité.
Et là, ils viennent partager leur point de vue, etc., avec un moniteur étudiant bilingue. L'enseignant n'est pas là. L'enseignant n'est pas là pour dire non, ça, c'est pas bien, tu dis pas comme ça. Ils se débrouillent entre eux, avec le moniteur bilingue. Et du coup, ils peuvent vraiment s'améliorer sur cette compétence qui est rarement travaillée en cours. Avec 35, on ne peut pas vraiment le faire. Thomas, les soft skills, hein, l'échange, le partage, c'est quelque chose qu'on cultive énormément dans les business schools. C'est même l'ADN, finalement. Tout à fait. Et je dirais que pour renchérir par rapport à ce que vient de dire Laurent, c'est vrai que tout ce qui est expression corporelle, nuance dans la voix, décrypter les émotions ou la manière, en tout cas, de manifester une émotion, tout ce qui est expression idiomatique, tout ça, c'est vrai que c'est pas juste en apprenant une langue au sens le code qu'on va l'apprendre. Donc c'est vrai qu'il y a l'aspect immersion, ça c'est sûr. Alors immersion, déjà même avant de partir de France, immersion avec des enseignants anglo-saxons déjà. Première approche, mais ensuite surtout le fait de pouvoir justement s'immerger dans une culture complètement différente. Donc à ce propos, je peux donner un exemple juste caricatural, mais en même temps qui illustre ça. Chaque année, nous envoyons des étudiants dans le parc Disney World à Orlando, en Floride. C'est vrai que c'est une expérience unique de presque devenir américain du jour au lendemain, au sens où ils sont projetés dans un univers qui, dans le cas de Walt Disney, de manière caricaturale, incarne la culture américaine. Et c'est vrai que chaque année, justement, quand ils reviennent, alors ils ne sont pas devenus américains, parce que ça se fait pas de manière aussi simple, mais en tout cas, on voit qu'ils se sont imprégnés de plein d'autres choses au-delà de simplement bien parler l'anglais. Et ce plein d'autres choses, c'est ce que je viens de dire, cette manière de s'exprimer, de se comporter, de percevoir les choses, de se positionner dans les discussions. Voilà. Donc, je voulais donner cet exemple qui, je pense, permet d'étayer le fait que voilà, rien ne remplace heureusement d'ailleurs, l'immersion dans un pays, dans une culture étrangère. Ah bah bien sûr, oui, mais en même temps, là, on est pour parler des outils qui permettent justement de compenser quand on ne se déplace pas. Tout le monde ne va pas à Orlando, Thomas. Enfin bon. Non, ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, c'est la complémentarité du dispositif est là. C'est-à-dire que l'apprentissage via le digital. Alors nous, c'est vrai qu'on a mis en place un système donc d'évaluation dès les premières heures finalement d'entrée dans nos campus du niveau en langue étrangère et notamment en anglais. Dans la mesure où on a, pour certains de nos diplômes, vous ne pouvez pas avoir le diplôme si vous n'avez pas un certain niveau en anglais. Donc, c'est une condition quand même très stricte, en tout cas de niveau dans la langue. Et à la suite de ça, en fonction de votre niveau, on va proposer un accompagnement, digital et en classe qui va varier en volume en fonction du point dont vous partez. Parce que forcément, quelqu'un qui est éloigné de 2 niveaux, on peut pas de manière totalement éthique se dire qu'il va avoir le même volume que quelqu'un qui est juste au bon niveau et qui a juste besoin de préparer la certification. Et là, j'introduis une petite notion par rapport à ce dont on vient de parler depuis tout à l'heure, à savoir qu'il y a vraiment une nuance entre apprendre une langue et se préparer à se certifier. Se préparer à se certifier, c'est quand même sur un petit set. Alors, par rapport à une langue étrangère, c'est par rapport à un petit set de choses qu'il faut bien maîtriser, la technique de l'examen, le type de vocabulaire qui va être employé, le type d'accent aussi qui peut être employé en fonction du type d'examen qu'on peut passer. Donc ça, c'est la préparation à la certification. Dans ce cadre-là, nous utilisons l'outil Prep My Future pour cette partie vraiment très, très précise, indépendamment de cours en classe. Sinon, pour tout l'aspect langue, apprentissage de langue au sens large, nous, il y a 2 usages. Il y a un usage planifié, c'est dans le cadre de nos cours. Il y a un volume qui est déterminé à l'avance, mais il y a également un côté non planifié, c'est que nous, en standard, tous nos étudiants accèdent aux 5 langues qui sont disponibles sur Seven Speaking, même s'ils ne sont pas inscrits dans un cadre administratif au sein de l'école.
Donc, je rappelle c'est les langues, intéressant. anglais, Oui. espagnol, allemand, italien, puisque nous, on a un campus à Nice, et français langue étrangère pour nos étudiants qui viennent de l'étranger, puisque effectivement, chaque année, nous accueillons des centaines d'étudiants étrangers sur nos campus. Mais c'est vrai qu'on on va vite repasser sur ce point-là. Vous insistiez, Thomas, sur le fait d'avoir accès à d'autres langues grâce aux plateformes, même si on n'est pas étudiant. C'est vrai que… Alors, c'est un autre sujet, pardonnez-moi, Thomas, parce que je sens que le temps passe et que si on commence à déborder sur des sujets qui sortent… Agnès, vous avez vu le mot certification a été prononcé, parce qu'évidemment, on a une approche un peu, comment dirais-je, presque gaming, en disant on a des séries, on va faire ses passions, on apprend… en s'amusant, mais on apprend avec beaucoup plus de fluidité qu'avant, et non pas, c'est pas un cours descendant. Mais en même temps, il faut certifier. Alors oui, c'est ce que Thomas évoquait, c'est qu'il y a un certain nombre d'écoles et puis il y a un certain nombre d'employeurs qui vont vous demander un niveau certifié donc par un organisme certificateur. Et donc là, il va falloir s'entraîner. Et il va y avoir deux choses. Il va y avoir la maîtrise de la langue. Et donc ça, c'est tout ce qu'on a évoqué avant. C'est vraiment, est-ce que je connais le vocabulaire? Est-ce que je maîtrise la grammaire? Mais après, il va y avoir, est-ce que je maîtrise la manière dont je vais être testé? Et c'est là où vraiment les outils de Prep My Future vont permettre de se mettre en situation, de commencer par des mini-examens. Ça va permettre de se donner une idée du niveau de départ. Et puis, de travailler et de travailler régulièrement. C'est-à-dire qu'on va donner aussi un rythme de travail. C'est ce qu'évoquait Thomas. Si vous êtes quasiment au niveau attendu, ou si vous êtes à 2 niveaux CECR, notre fameux référentiel européen, on ne va pas avoir besoin de la même quantité de travail. On est bien d'accord sur le fait que ça va prendre du temps. Et donc, ce qu'on va vous proposer, c'est de faire un peu d'une pierre deux coups dans l'utilisation de ce temps. C'est de préparer l'examen et donc de se mettre en condition, c'est-à-dire de faire des examens blancs, mais aussi d'en faire une expérience d'apprentissage. Et donc, ça fait que quand l'étudiant il prépare son examen, on va à chaque fois, contrairement au moment où il sera en examen certifiant, faire un feedback sur chacune des réponses qu'il pose. Soit feedback pour confirmer que oui, il a bien reconnu, il a bien identifié dans le texte, donc il a bien trouvé et détecté la bonne réponse, soit s'il a faux, donc s'il a fait une erreur dans sa réponse, quelle était la règle à appliquer pour trouver la bonne réponse. Et donc ça va faire d'une pierre deux coups, ça va aider à renforcer les compétences linguistiques, et puis ça va aider à se préparer à l'examen pour bien se dire il y a des stratégies à appliquer en examen. Typiquement, on est sur un temps limité, donc il va falloir essayer de passer une question si on n'est pas sûr. Mais attention, on a des examens qui sont adaptatifs. Si vous avez affaire à un examen adaptatif, l'entraînement va vous donner exactement la même règle d'adaptation et donc vous donner des stratégies en disant attention, vous avez peut-être intérêt à réfléchir un peu plus parce qu'autrement, vous allez dégringoler l'algorithme. Agnès, est-ce que l'évaluation évolue au gré des apprentissages? Vous avez vu Thomas, non, Laurent nous disait on est plus dans l'oral, on est moins dans l'écrit, on est plus dans des relations informelles. Enfin bref, est-ce que aujourd'hui, finalement, les certifications, ça reste éternel. Alors, et les mêmes? Les certifications, il y a 2 grandes catégories de certifications pour les étudiants. Il y a les certifications qui vont être les certifications sur l'écrit. Donc, on va être sur la compréhension et comment dire, la lecture. Et puis, on va avoir ce qu'on appelle les certifications 4 compétences. Et donc, ça, c'est notamment, heureusement, l'influence de nos amis linguistes. On dit une langue ne se maîtrise pas seulement à l'écrit, mais aussi à l'oral. Donc, il va y avoir aussi toutes ces capacités d'expression orale. Et donc, ça va dépendre de votre… J'ai vu Laurent. De vos études et des besoins que vous aurez aussi de maîtrise de langue. Mais on va pouvoir vous préparer aux deux aspects, c'est-à-dire à la fois la compréhension et l'expression à l'écrit et à l'oral. Alors, pardonnez-moi, je précise à nos auditeurs qui peuvent poser toutes les questions. Il y a quelqu'un qui me dit exactly, parce que je parlais certification, donc il commente positivement ce que je disais. Laurent, qu'est-ce que vous vouliez dire? En fait, c'est très important ce que vous venez de dire. On parle des certifications, j'en suis très heureux. C'est vraiment ma spécialité, donc on va vraiment parler un petit peu de ça entre nous. Vous avez raison, Agnès.
en fait, il faut faire très, très attention au type de certification que l'on va mettre en place. Je reviendrai sur quelque chose que disait Thomas. En fait, on sentait un petit peu dans son discours, et pardon si je caricature un peu, qu'il y avait d'une part l'apprentissage des langues et de l'autre côté la préparation aux certifications où on va travailler dans un petit set tel qu'il est requis pour l'examen. En fait, si vous choisissez une certification dont le construit est exactement celui du langage, clairement, vous faites les deux en même temps. Et vous me permettrez de vous parler des certifications de type 5 compétences, non pas 4, mais 5, Agnès, avec l'interaction, compréhension écrite orale, production écrite orale et interaction verbale. Et ça, bien sûr, nous en avons une en France qui est une certification publique, qui est le CLES, le certificat de compétences en langue de l'enseignement supérieur, qui fait exactement ça. Et l'idée, c'est de vous mettre dans une situation de projet. Vous avez un problème sociétal à régler, et vous avez des documents à consulter, vous avez une solution à apporter, vous avez une solution à débattre avec un partenaire qui n'a pas la même opinion que vous, et vous devez arriver à un compromis. Et ça, c'est exactement ce qui se passe dans la vie réelle. Vous avez parlé de négociation, hein, Agnès et Thomas, et donc c'est une certification qui va essayer de, au niveau B2 en tout cas, qui va essayer exactement de certifier cette chose-là. Est-ce qu'on est capable de négocier dans une langue étrangère avec la langue et de faire quelque chose avec? Parce que parler, c'est bien, mais ce n'est pas parce que vous maîtrisez tout le dictionnaire et toute la grammaire. J'entendais tout à l'heure parler d'erreurs dans la réponse, etc. Franchement, c'est rétrograde. On ne travaille plus du tout comme ça. Maintenant, l'idée, c'est, ça veut dire quoi parler? C'est ça la question fondamentale. Qu'est-ce que ça veut dire utiliser une langue? Ça veut dire, est-ce qu'on est capable de faire quelque chose avec? Est-ce qu'on est capable de travailler avec cette langue? Est-ce qu'on est capable de négocier un accord commercial au Japon, en Angleterre, en Allemagne, etc., etc. Le plurilinguisme est absolument essentiel. On ne peut pas être aujourd'hui un manager efficace si on n'est pas plurilingue. Ça ne marche pas. Et bien sûr, en connaissant les codes culturels de chaque pays dont on utilise la langue, c'est très important. Vous négocierez jamais un accord au Japon si vous ne savez pas comment les rapports interculturels fonctionnent. C'est pas possible. Je parle sous le contrôle d'Isabelle, mais Ah oui, attention, hein. C'est vraiment essentiel. Donc, le CLES est aussi plurilingue en 9 langues. Et l'idée, c'est est-ce que oui ou non, vous êtes capable de faire quelque chose avec la langue, de négocier, de jouer un rôle, d'arriver à un compromis, etc., etc. C'est comme ça qu'on parle dans la vie réelle. À chaque fois qu'on est dans une réunion, on négocie quelque chose pour arriver à un résultat. Testons ça et on saura ce que nos étudiants sont capables de faire. Bon, Isabelle, vous avez été interpellée, non pas en japonais, mais en français. Et quand on a préparé, d'ailleurs, vous me disiez, hein, les évaluations, c'est quelque chose de central aussi dans le dispositif d'apprentissage des langues. Absolument, on ne conçoit pas nos cours, bien sûr, sans définir au préalable les évaluations. Donc, on prépare nos étudiants en fait à se faire évaluer correctement et selon nos critères. Donc, ça va vraiment, on avance sur ces deux fronts-là. Si on doit évaluer différemment, et ça, je pense qu'on le dit et redit, quel que soit le domaine, on n'évalue plus de la même façon depuis quelques temps. On ne demande plus des mémoires rédigées, on ne demande plus des traductions faites à domicile. Enfin, vous voyez, donc il y a une évolution des pratiques qu'on a certainement suivies de façon peut-être systématique, mais qu'on doit vraiment anticiper, nous, dans le sens où, alors pour l'instant, c'est plutôt des mesures un peu palliatives, je dirais, qui consisteraient davantage à injecter des oraux, par exemple, des présentations, des exposés oraux, qui viendraient remplacer les mémoires rédigées pour pouvoir réellement, justement, évaluer les compétences de nos étudiants en langue et en civilisation, ou alors de voir ensemble les traductions en cours, donc introduire davantage de contrôle continu intégral, par exemple. Donc, il y a quand même une évolution, je pense aussi, due aux évaluations, tout simplement, qui ne peuvent plus être faites de la même façon qu'il y a quelques années. Voilà, donc on est sur ce chantier-là aussi, je pense, comme vous, hein, selon les besoins. Thomas, ça me permet d'aborder l'idée de la certification, parce que je le sais qu'à l'IPAC, vous proposez des certifications en bureautique, des certifications en informatique, et il y a des certifications en langue aussi qui sont proposées, qui sont même indispensables, puisque ça fait partie du package du diplômé de chez vous.
Oui, en fait, nous, la certification, au-delà de l'aspect professionnel dont parlait tout à l'heure Agnès, il y a un aspect aussi par rapport à la scolarité de pouvoir partir à l'étranger. Parce qu'effectivement, à partir du moment où on veut être reçu par un établissement de l'enseignement supérieur à l'étranger, bah, effectivement, on est censé montrer patte blanche. Donc, en fonction du type d'établissement et du type de relation que nous avons avec cet établissement, on peut être amené donc, à être certifié IELTS, mais on peut Ça y est, vous également… recommencez Oui. avec vos acronymes. J'ai dit qu'il n'y en avait pas. Je vais pas rentrer dans le détail de chacune, mais globalement, voilà, on a IELTS et on a TOEFL, qui sont deux certifications qui sont vraiment demandées à l'étranger pour prouver le niveau de langue, sachant que ces différentes certifications, donc sous le contrôle de Laurent, ont un côté plus ou moins académique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que en fonction du contexte, certains établissements vont vous demander. Donc, ce n'est pas une, je dirais, ce n'est pas une histoire que telle ou telle certification serait meilleure. Et ça, je pense qu'il faut effectivement, par rapport au public qui nous écoute, c'est un point important. Il n'y a pas de vraiment certification qui soit meilleure, mais par contre, il y a des certifications qui sont plus adaptées à un contexte qu'à un autre. Donc, certaines sont plus académiques, d'autres sont plus professionnelles. Là, on pensera au TOEIC qui est plus professionnel. Voilà, en fonction de ce qu'on va faire, c'est vrai qu'on va pas proposer les mêmes choses. Nous, du coup, en termes d'organisation, le fait est que, comme je disais tout à l'heure, on mesure le niveau à l'entrée, puis on applique des plans de travail, donc plans de travail au sein de la classe, mais également en dehors de la classe, et on met en place un système de notation, parce que malheureusement, voilà, quand on gère des étudiants, on en est là. On gère des systèmes de notation qui sont basés sur le progrès de l'étudiant, parce qu'il faut aussi prendre en compte quand même la distance parcourue. Tout à l'heure, je parlais d'étudiants qui peuvent avoir 1 ou 2 niveaux de différence. Donc, forcément, peut-être qu'ils ont travaillé 2 fois plus pour arriver à un niveau qui est toujours en deçà, mais ils ont quand même, voilà, il faut réussir quand même à reconnaître l'effort qui a été fourni par cet étudiant. Il faut également qu'on soit en capacité de reconnaître quand même cette capacité à passer la certification. Donc, c'est vrai que par rapport je rejoins ce que dit Laurent, c'est sûr que l'apprentissage des langues est un socle. Mais c'est vrai aussi qu'il y a quand même à l'usage, il y a quand même une préparation à la modalité de passage de la certification. C'est-à-dire qu'un étudiant, nous on le constate chaque année, hein, à niveau égal, un étudiant qui est très bien préparé au passage, va avoir une meilleure note. C'est pas qu'il a fondamentalement un meilleur niveau, c'est juste que c'est ça le sujet. C'est un peu comme ce que disait tout à l'heure Agnès, c'est un entraînement à l'examen en lui-même. D'où l'importance, dans notre chaîne en tout cas d'apprentissage des langues, de partir sur un socle planifié et non planifié. La partie qui est planifiée, elle va servir de socle par rapport à une certification. Cette certification, on va également l'accompagner par une préparation à cette certification, puis il y aura la certification en elle-même. Et c'est vrai que c'est ces 3 grandes étapes: l'apprentissage de la langue, la préparation à la certification, puis la certification, qui vont faire en fait le parcours d'apprentissage de chacun de nos étudiants. Et je dis bien chacun parce que, comme je vous disais tout à l'heure, peu importe leur inscription et peu importe les choix qu'ils ont opérés lors de leur inscription administrative, on leur ouvre d'emblée de jeu les 5 langues, sachant que par défaut également, lorsqu'ils choisiront l'expatriation, il n'y a pas d'impératif d'aller voilà, dans telle ou telle zone linguistique. Agnès, une question. Quand on conçoit un outil, quand on utilise un outil, quand on développe un outil, la certification, elle vient d'abord ou c'est la fin du processus? Parce que, évidemment, dans tout ce que j'entends, c'est qu'on ne peut pas simplement se former. Quand on est dans une université, une grande école, une formation, il faut bien évaluer et puis donner peut-être quelque chose
qui statue sur le niveau? Alors, ça vient à la fois au début et ensuite. C'est-à-dire que c'est qu'est-ce que vous préparez si vous avez un objectif, par exemple, de partir étudier à l'étranger. Là, il va y avoir un enjeu qui va être de faire quelque chose en parallèle, c'est-à-dire à la fois travailler sa langue, mais aussi se préparer à avoir le meilleur score possible pour optimiser ses chances de partir. Et si vous êtes attendu dans une université étrangère, meilleur votre score est… D'ailleurs, les universités étrangères exigent un score parfois, non? Thomas, pour les business schools. Oui, tout à fait. Il y a un score qui est exigé et dans certains cas même, ils peuvent à l'occasion d'une interview, maintenant avec la visio, à l'occasion d'une interview, ils peuvent évaluer, entre guillemets, l'écart qu'il peut y avoir des fois entre un score qui peut être purement académique et la réalité voilà, de l'étudiant. Pardon, Agnès. Il y a Laurent qui est là, c'est parce que la certification ne n'évalue pas. Ça va dépendre de la certification que vous préparez et de l'exigence de l'université d'accueil. Bien sûr. Pour le coup, ce qui va être important, parce qu'on parle aussi de préparer tous les étudiants, et il y a aussi ceux qui vont préparer à certifier leur niveau en langue pour mettre ce niveau en langue sur leur CV. Ça va être aussi un des enjeux importants pour eux. Bien sûr. L'idée, c'est vraiment de leur dire, il faut que vous soyez en maîtrise de la langue, parce que il est possible que votre recruteur il passe en anglais pendant votre entretien. Et là, il ne suffit pas d'avoir été bon le jour de l'examen, il va falloir défendre ce score et montrer que vous êtes à ce niveau-là. Mais il va falloir aussi s'entraîner parce qu'en fait, une certification, c'est vraiment un entraînement avec des codes. Et il y a des stratégies pour avoir une bonne note, pour avoir un bon score, qu'il faut connaître. Parce que si on ne les connaît pas, en fait, on ne montre pas son meilleur niveau. Bien sûr. Typiquement, vous allez chercher dans un texte des informations, vous allez d'abord lire les questions et ensuite vous allez lire le texte. Parce que simplement, ça va vous permettre de gagner du temps. Vous êtes sur un temps limité. C'est une technique qu'on va vous apprendre tout de suite en vous disant, vous ne cherchez pas là pour l'examen, ce qui ne sera pas le cas dans la vraie vie. Mais pour cet examen-là, pour cette certification, vous cherchez une information précise qui est de répondre à la question qui vous est posée. Donc, regardez la question et allez chercher, scanner le texte pour trouver la réponse dont vous avez besoin. On n'est pas dans un travail, on n'est pas dans une situation de travail classique. Mais ça, si vous donnez les clés aux apprenants, aux étudiants, vous augmentez leur score et vous leur permettez, vous leur donnez des stratégies de passage d'examen complémentaires de tout l'apprentissage de la langue qu'ils vont avoir à faire parce que quand on a cette stratégie-là, il faut quand même trouver l'information dans le texte. Il faut le lire. Il faut parler un peu quand même la langue. Il faut se débrouiller plutôt bien dans la langue. Agnès, une question, j'ai envie d'un roulement de tambour, c'est la question clé. Vous savez que quand on parle digital, on se pose toujours la question, mais est-ce que ça représente un investissement important? Et nous en parlerons, Isabelle, Thomas et Laurent. C'est un coût. Donc, c'est-à-dire, alors, c'est vrai que la technologie maintenant permet de faire des choses scalable, comme on dit, c'est-à-dire qui évoluent au gré de la demande et qui permet d'adapter les investissements, mais n'empêche qu'il faut consentir sur ce terrain-là un investissement, je ne sais pas, important ou un investissement en tout cas, pour aller vers de la qualité, pour aller vers des produits adaptés, ergonomiques, enfin tout ce qu'on a dit depuis le début. Alors, je pense qu'on a des produits qui sont aujourd'hui très prêts, et Thomas en parlerait sûrement mieux que moi, puisque les étudiants de l'IPAG l'utilisent au quotidien. On n'est plus sur les situations qui pouvaient exister où se brancher sur le type d'outils technologiques comme les nôtres pouvait représenter un coût important. Aujourd'hui, vous contactez nos équipes, on déploie au niveau des étudiants, ils retrouvent leur niveau, leur compte sur leur téléphone, sur leur ordinateur, et ça vient complémenter ce qui est proposé par les écoles pour un tarif qui sera imbattable, mais que nos équipes commerciales seront ravies de discuter. Je veux dire, c'est là où on voit toute l'évolution. Tout ça, c'est dans le cloud, tout ça, c'est en mode SaaS, tout ça, c'est en mode, en fonction du usager. Isabelle, Laurent, Thomas, un commentaire sur ces investissements nécessaires et importants pourtant, et il faut les consentir. Isabelle.
Oui, alors bien sûr, on aimerait bien investir dans le domaine, mais le budget universitaire étant ce qu'il est actuellement, on essaye surtout en fait de mettre l'accent sur l'enseignement, à distance actuellement qui, peut effectivement aussi mobiliser cette question de l'IA, hein, de l'enseignement par l'IA, puisqu'il s'agit justement d'un enseignement, fait individuellement par les étudiants qui se connectent quand ils veulent et cetera. Donc l'intérêt serait certainement d'intégrer davantage cet enseignement l'IA pour ces enseignements à distance pour lesquels nous disposons actuellement d'un budget et surtout, je dirais, la formation des enseignants, puisque je pense qu'on est nombreux à être intéressés par la question. Et d'ailleurs, c'est ce qui était ressorti de cette enquête qu'on a effectuée l'année dernière, hein, c'est que les enseignants sont Rassurant, hein. mobilisés, ils ne savent pas comment. Voilà, ils ne savent pas comment Mais c'est de la avancer. conduite du changement, hein, c'est de la, qu'on dit dans les projets de transformation, il y a de la conduite du changement côté enseignant, côté process, côté organisation. Absolument. Et donc, c'est certainement l'un des prochains projets, en fait, qu'on doit porter, nous, à l'échelle de l'établissement, hein, que d'identifier, en fait, les enseignants qui seraient susceptibles et volontaires, en fait, à se porter dans cette type d'expérience. Oui. Alors, Laurent me disait, bah oui, c'est important, mais on trouve l'argent quand on cherche. Alors, je ne sais pas, vous êtes peut-être un chercheur d'or qui trouvait, qui avait Mais non, mais c'est-à-dire que vous savez que ça représente un investissement, quoi, c'est ce que je veux dire. Oui, et un investissement qui est très, très, très lourd en termes de développement et de mise en place informatique. Ça a des coûts absolument phénoménaux qui, la plupart du temps, sont hors de portée pour l'université. Et c'est là où travailler avec des partenaires privés qui ont fait tout cet effort de développement est intéressant à partir du moment où on participe dès le début à la création des outils. Ça, c'est quelque chose d'important. Tout à l'heure, on se posait la question pour les certifications, c'est avant, c'est après, c'est en sortie, c'est voilà. Mais l'idée, c'est que si vous allez être évalué d'une certaine façon en sortie, il faut commencer à y travailler dès le début. C'est ce qu'on appelle le washback effect. Hop, c'est dès le début qu'on commence à travailler sa sortie. Et c'est parce que vous êtes justement sur ce schéma de sortie que vous commencez à travailler comme ça en amont. Donc ça, c'est très important. Et il faut vraiment travailler les outils ensemble pour qu'ils soient les plus adaptés au niveau du contexte qui est le vôtre. Que ce soit l'IPAG, l'INALCO ou la Sorbonne Nouvelle, on n'a pas tout à fait les mêmes problématiques de mise en place de formation, si vous voulez. Et une chose qui a été dit tout à l'heure, qui est très importante, je crois que c'était Thomas qui disait ça, c'est qu'on est vraiment sur ce triptyque vertueux qui est d'une part de travailler sur une évaluation diagnostique, en fonction du résultat de cette évaluation, de mettre en place une formation qui soit la plus variée, la plus combinatoire, la plus complexe possible, complexe au sens pratiquement de Morin, là, pour le coup, et qui évalue derrière, qui soit, si vous voulez, en sortie, finalisée par une certification, qui soit la plus proche possible de ce qu'est l'utilisation du langage dans le contexte qui va être le contexte d'utilisation derrière. C'est très important. Il ne faut pas séparer évaluation de la langue et ce qu'on en fait dans la vie réelle. Il faut vraiment mettre tout ça ensemble. Là, c'est ce qu'on appelle le construit. Et il y a des construits aujourd'hui scénarisés, actionnels. On fait toujours quelque chose avec la langue. Ça, c'est la langue, c'est de l'action. Bon. Et testons ça. Pas uniquement est-ce que tu as compris tel item dans le texte, etc. Ça ne sert à rien. On ne comprend jamais pour comprendre. On comprend pour aller plus loin, pour développer, etc. Et le CLETS, c'est vraiment de faire ça au niveau national en France. Bon, Laurent, j'ai essayé de vous amener sur des histoires d'argent, vous repartez sur des histoires de pédagogie, mais ça, c'est vraiment le professeur qui parle, hein, qu'est-ce que vous voulez. C'est bien, c'est bien. Laissons ce travail à Agnès qui nous dira, tu diras à ceux qui demanderont après tout. Après, Thomas, même question pour vous, évidemment, pour une école de commerce à vocation très internationale, hein, puisque c'est un peu l'ADN aussi des écoles. C'est évidemment une part importante de la vision, en tout cas sur l'aspect investissement. Oui, alors l'aspect investissement, je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses entre le coût du digital et ensuite le coût de mise en œuvre. Le coût de mise en œuvre, pour nous, alors on le fait sur chacun de nos produits, ce qui explique qu'on s'est déjà vu dans d'autres webinaires. En fait, pour nous, c'est systématiquement de la même manière. C'est un alignement par rapport au programme. Ce n'est pas un outil qui serait parachuté, c'est un alignement par rapport au programme. Ce qui veut dire aussi que dans le système
système de notation, dans le système de suivi, ça doit être complètement intégré. L'outil ne doit pas arriver comme ça par hasard. Donc ça, c'est un travail, un travail à lui tout seul, déjà d'aligner l'outil. Le préalable à tout ça, c'est de pouvoir former du coup le corps enseignant, de pouvoir former également les décideurs par rapport à ces problématiques. Le troisième plan, c'est que une fois qu'on a dit que ça, c'est notre feuille de route, il va falloir s'y tenir et suivre cette feuille de route. Et ça, c'est un travail au quotidien également, de faire que, pour plein de raisons d'ailleurs, l'inertie ne reprenne pas le dessus. Et d'où l'importance, effectivement, de relier avec les systèmes de notation. À partir du moment où c'est relié avec le système de notation, la machine, on va dire, se met en marche, aussi bien au niveau pédagogique qu'au niveau administratif. Et puis, pour conclure, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que, en soi, ça devient, en tout cas pour une école de commerce, ça devient un avantage concurrentiel de bien pouvoir former nos étudiants et de pouvoir le prouver par des chiffres. On fait chaque année, puisque chaque année, on publie nos chiffres. Et donc, justement, voilà. D'abord, posez vos questions, parce que vous savez, vous êtes tellement bons, mes chers invités, qu'il n'y a pas de questions, il y a que des remarques, des bravos, des compliments. Ça veut dire simplement qu'on était excellent. Agnès, moi j'ai une question pour rebondir à ce que disait Thomas. C'est au fond, on parle d'expérience étudiante quand on évoque vos outils. L'utilité, de l'usage, on est en plein dedans. Alors c'est une excellente question, parce qu'on a 2 clients en fait. Vous avez attendu 1 heure avant de me le dire? Écoutez, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que, alors moi je suis à la pédagogie, donc évidemment mon client c'est l'apprenant, donc c'est l'étudiant qui doit progresser en langue. Mais si j'oublie ce que nos services et notamment notre direction commerciale me soufflent régulièrement, c'est que son client c'est Thomas. Thomas, il a besoin, alors c'est Thomas, c'est Laurent, peut-être Isabelle si on décide de travailler ensemble demain. C'est en fait l'école, l'université, l'entreprise. Et donc, c'est vraiment s'assurer que tout le monde trouve son compte dans la mise en place de ce type d'outils. Vous disiez, ça prend du temps. Oui, ça prend un peu de temps, évidemment, même si on essaye de faire des choses qui sont de plus en plus fluides. Il faut s'assurer que tous les étudiants sont inscrits sur la plateforme, que les notes des étudiants remontent bien vers le système de notation, c'est ce qu'évoquait Thomas. Et ça, l'étudiant, lui, il va faire son expérience, il va suivre son apprentissage, mais Thomas, ce qui l'intéresse, c'est de récupérer toutes ces notes de tous ces étudiants, savoir où ils en sont. Et ces aspects-là, ça va aussi compter énormément dans l'expérience client. Et ça va aussi permettre que la complémentarité des dispositifs se passe bien. Si votre formateur, votre professeur, il peut voir d'un coup d'œil où en sont les étudiants de son groupe, de sa classe, et il peut savoir où ça en est, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui a marché, est-ce qu'ils ont passé du temps sur la plateforme, ça va lui donner un avantage. Il faut que ce soit extrêmement simple. Donc, nous, on a aussi prévu ces outils-là en termes d'expérience client. C'est les formateurs avec lesquels on travaille font aussi partie des gens qui sont partie prenante de l'apprentissage. C'est les premiers acteurs. Et ils ont à gérer des groupes, des classes. Et donc, on leur simplifie la vie, de telle sorte que la vie de Laurent et Thomas soit simple aussi. Et Isabelle aussi. Isabelle aussi, mais j'espère. En tout cas, en fait, cette expérience, elle soit bonne pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est non seulement l'apprenant qui progresse en langue et qui prépare sa certification, parce que ça peut être, en effet, son parcours peut aller jusque-là, mais c'est aussi tous les formateurs. Et puis, vous évoquiez les centres de ressources. En fait, toutes les personnes qui accompagnent, qui étayent cet apprentissage. Ils ont besoin d'avoir du feedback, tout autant que l'apprenant. Ils ont besoin de savoir où en sont leurs étudiants, leurs apprenants. Ils ont besoin de pouvoir aussi... nous, on croit beaucoup au rythme d'apprentissage. C'est peut-être quelque chose que je peux rajouter. Et donc, ils ont besoin aussi de donner des deadlines, je ne sais pas, de date limite pour faire ses devoirs, pour avancer, pour obtenir un score intermédiaire. Et donc ça, on va proposer en fait de créer des plans et des programmes personnels d'études de telle sorte que vous ayez des étapes dans votre apprentissage et chaque étudiant a ses rendez-vous. Et il doit rendre à la semaine, au mois, au trimestre, un certain nombre d'unités d'apprentissage, d'unités pédagogiques qui vont lui permettre de progresser de manière individuelle. Et ça va être suivi par les formateurs et les professeurs. C'est extrêmement important en termes de rythme.
Donc, cette expérience client, elle est multiple. On espère, en tout cas, je pense que dans ce cas-là, il faut demander à Thomas si il en est heureux. En tout cas, on a très bon retour sur le fait aussi que ce suivi-là, du fait de pouvoir le faire au niveau des groupes et au niveau de l'école, ça va aider à mettre en place une progression et puis à suivre l'engagement de tous nos étudiants. Une petite dernière question pour conclure ce webinaire. Laurent, Thomas, Isabelle, alors ça, c'est une question de journaliste pur qui veut des réponses simples à des questions compliquées. Thomas, la répartition présentielle, distancielle, c'est quoi? 60-40, 80-20, 70-30? Je dirais qu'il n'y a pas de réponse unique dans la mesure où ça dépend de l'année, du programme. Merci Thomas. Oui, malheureusement, il n'y a pas de... Non, parce qu'en fait, il y a des années, typiquement, ils sont en expatriation. En fait, c'est tout bête, mais c'est en expatriation et c'est obligatoire. Donc, de fait, la répartition dépend vraiment de l'année et du programme. Je n'ai pas de réponse unique, malheureusement. Et puis, j'imagine qu'il y a de toute façon une obligation de connexion quand même sur certains. Agnès disait, en tout cas, il y a un rythme, il faut bien se connecter à un moment et avoir montré qu'on a suivi. Alors, on va dire, sans rentrer dans le pourcentage qui lui dépend vraiment de l'année, ce qui est sûr, c'est que nous, le déploiement à l'échelle de tout l'établissement de Prep My Future et Seven Speaking impose de toute façon une notation, c'est-à-dire que la notation de l'étudiant est prise en compte, dans sa notation est prise en compte le rythme d'apprentissage, à savoir le progrès, son rythme de connexion, s'il a atteint les objectifs de régularité. Donc, il y a aussi l'aspect régularité dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais qui est essentiel, le fait de se connecter toutes les semaines. Il n'aura pas la même note s'il se connecte toutes les semaines que s'il se connecte une fois tous les 3 semaines, même s'il atteint l'objectif. Oui, c'est-à-dire qu'il faut se connecter. Laurent, même question pour vous, même si j'ai bien compris que ma question est compliquée, pour ne pas dire autre chose. Oui. Alors, compliqué parce que déjà, la seconde nouvelle, nous, on a des cursus 100% à distanciel, donc ce n'est pas la même chose. Et puis, on a évidemment des personnes qui sont en présentiel. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est un petit peu l'inverse de ce que décrivait Thomas, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que tous les cours de langue sont déjà pourvus en présentiel, avec des TD, des enseignements, etc. Et que la partie logiciel, distanciel, numérique, elle est en complément de ça. Donc, c'est vraiment un outil qui est rendu disponible pour l'étudiant, pour l'apprenant, de façon à ce que lui-même puisse en remettre une couche supplémentaire, si vous voulez, en plus des enseignements. Donc, nous, on le conçoit comme ça. Alors, un point très intéressant que vous avez développé, cette notion, en fait, d'étayage, il faut absolument que les étudiants soient accompagnés, parce que si ça, les didacticiens le savent bien, si ça n'existe pas, cet accompagnement d'une façon ou d'une autre, donc toutes les semaines, un retour sur forum, etc., les gens abandonnent tout simplement. Personne ne va au bout. Oui, bien sûr. Parce que vous êtes tout seul, c'est tout. Culture du feedback. La culture du feedback est aussi importante. Ouais. Isabelle, même question pour vous, puis après on fera un petit mot de conclusion avec Agnès. Oui, alors pareil, très rapidement, si j'ai bien compris, puisque en fait, chez nous, l'enseignement à distance s'est construit surtout par rapport à la rareté des langues. Donc, les langues où il y a peu d'étudiants, certaines ont été contraintes, en fait, de passer aussi, de proposer l'enseignement à distance. Donc, c'était plus d'un point de vue pratique, disons, pour avoir un public que dans un premier temps. Mais en réalité, il y a une combinaison très intéressante, à mon avis, qui s'est faite entre la pédagogie et ce besoin de diffuser les langues. Donc, certaines langues, effectivement, sont uniquement à distance, comme l'Inuktitut, ou alors en hybride, où il peut y avoir un public présentiel et distanciel en plus. Donc, il y a une autre difficulté voilà, donc il y a différents types de formats et d'autres cours dont le contenu pédagogique pousse au contraire à un enseignement à distance, comme c'est le cas par exemple dans notre filière communication, certains cours. C'est quand même une question qui n'a été absolument répondue par personne. Merci beaucoup, chers amis. Mais cela dit, je savais qu'elle était compliquée parce que je me souviens, il y a 20 ans, quand on a commencé à lancer les premières plateformes, on disait on va transformer 50-50, 60-40. Et c'est vrai que les choses se sont beaucoup plus nuancées puisqu'on est dans l'usage permanent. En réalité, c'est ce que vous disiez, sur son téléphone, la nuit, le jour, dans la voiture, dans le train, au bord de la piscine, whatever, puisque maintenant, c'est ça les usages dont vous parliez. Agnès, bon, c'était pas mal quand même, hein, comme webinaire, on a pu aborder pas mal de sujets. Et ça incarne bien ce que je disais au début, la transformation qu'on connaît, quoi. Mais en effet, je pense qu'on a balayé un certain nombre d'éléments
Et peut-être pour conclure sur cette notion d'engagement, je pense que c'est extrêmement important en fait, de jouer sur la complémentarité. C'est-à-dire que je pense que nos solutions, et les solutions technologiques, elles permettent vraiment d'accompagner cet engagement. Et Laurent l'évoquait, c'est-à-dire qu'il doit aussi être accompagné par de l'humain. C'est-à-dire que c'est les deux aspects qui vont permettre cet engagement. Et ce qui va être intéressant dans la partie plus plateforme, c'est d'être au plus près des envies, des besoins de chacun. Et donc ça, vous avez une individualisation qui, de toute façon, n'est possible que grâce à ce type d'outils. Et puis, sur la partie entraînement et sur la notion de faire progresser, c'est vraiment jouer sur les deux tableaux. Progresser dans une langue, ça prend du temps, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, si on le fait régulièrement, on voit vite des progrès. On parlait de feedback, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que si vous voyez, nous, on a un suivi du niveau en continu. C'est-à-dire que si vous faites régulièrement de la pédagogie sur les plateformes, vous voyez votre niveau augmenter régulièrement. C'est extrêmement encourageant. Et donc ça, cette notion de feedback, elle va vous permettre vraiment au fur et à mesure de se dire « Ah, tiens, j'ai un peu progressé, on me propose quelque chose qui est un peu plus difficile. » Et c'est ça aussi qui va permettre l'engagement. C'est que cette boucle de feedback, elle permet au-delà de tous les sujets qu'on va vous proposer. Et peut-être le mot de la fin, c'est dire que tout le monde peut apprendre une langue. Ce n'est pas forcément simple, mais c'est possible. Vous l'avez dit au début, c'est comme on reboucle la boucle, mais oui, heureusement, tout le monde peut apprendre une langue. Et merci Isabelle, Laurent, Thomas, c'est passionnant. Franchement, on a balayé un sujet ô combien important. Je pense que nos auditeurs étaient satisfaits parce que je peux vous dire qu'on a rarement autant de monde du début jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'on a adressé une problématique qui cristallise, je pense, toutes les problématiques digitales et de transformation dont on parlait. Merci beaucoup à nos partenaires. Agnès, merci de nous accompagner. Merci aux établissements qui ont joué le jeu pour partager les bonnes pratiques. Replay sur Campus Matin. Il y aura un papier qui synthétisera évidemment tout cela après. Vous pourrez réécouter nos intervenants et la qualité de leurs propos. Merci beaucoup. À très bientôt, j'espère, et pour un nouveau webinaire sur Campus Matin. Merci. Merci à tous. Merci.